Salam alaikum, Azul, bonsoir. Un site électronique d'information générale qui se dit le premier quotidien électronique algérien et le premier média francophone au Maghreb a titré ceci dans son édition d'aujourd'hui. Je cite: Déchéance de la nationalité, l'Algérie prépare une loi. Et voici l'attaque de l'article, autrement dit son amorce, sa première phrase. Je cite: L'Algérie veut se doter d'une loi sur la déchéance de nationalité. Fin de citation. Et c'est dire que l'information est autrement plus pernicieuse que ce qu'elle rapporte, que ce qu'elle dit rapporter. Un peu pour évoquer un exemple que connaissent bien les journalistes d'un même fait divers, rapporté par deux articles avec deux titres différents. Dans l'un, le titre est, je cite, « Un enfant a été mordu par un chien ». Et dans l'autre, « Un chien a mordu un enfant ». Et alors, ces deux titres qui pourraient sembler annoncer la même information pour le non-initié peuvent néanmoins susciter des lectures et des réactions très nuancées chez le lecteur qui pourrait comprendre de façon subliminale, selon l'un ou l'autre titre, que c'est un enfant turbulent qui a provoqué un chien à le mordre, ou que c'est un chien méchant qui a agressé un petit enfant, sans raison. Et c'est exactement dans cette intention chafouine, sournoise, qu'ont été rédigés de nombreux articles de presse dans les journaux algériens qui ont traité de ce sujet qui figurera, il n'y a pas de doute pour cela, dans les annales de la scélératesse et de la violation du droit. Alors, de quoi est-il question? C'est en fait une proposition de loi faite par le ministre d'un régime illégitime, très fortement contesté par le peuple qu'il opprime et à qui il s'est imposé par la force brutale, la fraude électorale, le mensonge, la corruption de masse et l'instrumentalisation du terrorisme sous toutes ses déclinaisons. Ce régime, qui a toujours été contesté par le peuple algérien, d'une façon ou d'une autre, depuis sa naissance en 1962, a toujours su subvertir toutes les résistances et empêcher l'union des citoyens contre lui en les divisant, en les dressant les uns contre les autres, ou tout simplement en les massacrant. Et en faisant endosser les carnages, les enlèvements, les exécutions sommaires à de vrais groupes terroristes qu'il a infiltrés ou à d'autres qu'il a lui-même créés et qui faisaient la sale besogne sous fausse bannière. Mais depuis février 2019, ce fut un immense soulèvement populaire, aussi pacifique qu'il était porteur d'une haute conscience politique. Et c'est bien pour cela, pour cette spontanéité et les profondes aspirations à un véritable état de droit, que le régime déploie toute une propagande pour faire croire qu'un mouvement d'une telle ampleur ne peut avoir été spontané. Il a tout aussitôt, ce régime, convoqué tous ses intellectuels de service, intellectuels entre guillemets, pour le faire passer, ce soulèvement, pour un complot de la main étrangère, pour une entreprise visant à détruire l'Algérie.
Imaginez un peu, un régime despotique, mafiocrate, tortionnaire, criminel de masse, très grand prédateur, qui accuse tout un peuple d'être à la solde de la main étrangère parce que ce peuple ose revendiquer juste un État de droit. Mais dans le même temps qu'il réprimait, qu'il incarcérait, qu'il calomniait, qu'il faisait peser une menace ouverte d'un retour du terrorisme islamiste, qu'il faisait torturer et violer les jeunes manifestants, qu'il muselait les rares journalistes qui tentaient d'informer l'opinion publique internationale. Dans le même temps, il a fait main basse sur le même mouvement de contestation, l'Hirak, qu'il a tenté de capter, qu'il a fait sien et dont il a institutionnalisé la journée du déclenchement comme fête nationale, s'il vous plaît. Sauf que pour mieux se l'approprier, il a précisé que le sien s'appelait le mouvement béni authentique, Al-Hirak al-Mubarak al-Asil, celui qu'il fait fêter par ses agents et ses alliés naturels, avec pâtisserie et limonade, en opposition au Hirak tout court, celui du peuple en marche, où les manifestants scandent qu'ils ne sortent pas pour le fêter, mais pour l'accomplir. Et c'est ainsi que, malgré la pandémie Covid qui était venue malheureusement interrompre le Hirak au moment où le régime allait tomber, un peu comme le gong qui vient sauver le boxeur qui allait être mis KO. Et malgré toute l'hallucinante propagande entreprise par la contre-révolution pour faire exploser le Hirak, jusqu'à tenter de dresser des régions entières contre d'autres régions entières, jusqu'à brandir ouvertement la menace d'un retour du terrorisme, le Hirak est malgré tout revenu dans les rues 2 ans après, jour pour jour. Après le déclenchement, il est revenu encore plus fort que jamais, plus uni, plus pacifique. Et c'est précisément cela qui a semé le désarroi au sein de ce régime qui pensait avoir définitivement étouffé dans l'œuf ce mouvement de contestation, ou comme disent beaucoup d'Algériens, cette véritable révolution. Et cette proposition de loi dont il est question aujourd'hui, cette proposition de loi du ministre de la Justice et garde des Sceaux, s'il vous plaît, de la République algérienne démocratique et populaire, cette proposition de loi de déchoir de sa nationalité, de son algérianité, tout ressortissant commettant à l'étranger des actes préjudiciables aux intérêts de l'État. Voyez un peu, où on peut tout mettre dedans. Cette proposition de loi montre à quel point ce régime est dans la panique. À l'intérieur du pays, il sait qu'il a toute l'attitude, pour le moment du moins, de réprimer quiconque le conteste. Normal, la justice est à ses ordres et il ne s'en prive pas, puisque le monde entier sait désormais combien il ne recule devant rien pour faire taire la contestation et tenter de tuer la révolution. Mais à l'étranger, il a les mains liées. Hormis la propagande et la calomnie qu'il instrumente contre les opposants algériens de la diaspora, il ne peut rien contre eux. Et il se trouve, malheureusement pour lui, que la mobilisation des Algériens en Occident a réussi à l'éventer, ce régime, à le faire connaître sous son véritable jour dans l'opinion publique occidentale, chaque jour encore plus effaré qu'avant. Dans le même temps que ces impressionnantes manifestations dans les capitales occidentales, ces manifestations de la diaspora, ont suscité l'admiration du monde entier. Et c'est précisément cela qui inquiète le régime algérien.
Il sait que la connivence de certains Occidentaux avec lui, si vous voyez de qui je veux parler, avec ses méthodes, avec ses crimes, pourrait être très sérieusement compromise, mise à mal, si les opinions publiques de ces pays en arrivent à réellement appréhender la honteuse attitude de leurs gouvernements respectifs, de cette connivence honteuse avec un régime aussi prédateur, aussi criminel. Et c'est précisément pour cela que ce régime vient d'opter pour ce Zama projet de loi qui vient d'être mis sur la table de la honte. Menacer les Algériens de la diaspora de les déchoir de leur nationalité s'ils persévèrent dans sa dénonciation. C'est aussi simple que ça. Menacer les gens pour les faire taire. Et c'est pourquoi les titres de la presse algérienne sont tout aussi honteux. Ce n'est pas l'Algérie qui prépare une loi pour déchoir ses enfants parmi les plus courageux et les plus patriotes, mais un régime honni qui se défend à sa manière et qui appelle ses nervis à la rescousse. C'est de cela qu'il s'agit et les titres de la presse algérienne devraient le dire comme il est vraiment. De leur nationalité. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Pardon pour sa longueur, mais il fallait le dire comme ça. Et avec nous pour en parler, Nordine Aoussat, écrivain, conférencier. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation, c'est Jamaldine. Merci beaucoup. Brahim Younsi, cadre du MDA de 82 à 88. Merci d'être avec nous. Merci de m'inviter. Merci. Bonsoir à tous les spectateurs et bonsoir à mon ami Nordine. Bonsoir, c'est Brahim. Alors, Ali Adjoudi va entrer avec nous dans quelques instants, juste pour très peu de temps. Il a une annonce à nous faire. Mais sinon, nous aurons aussi, durant toute l'émission, avec nous Maître Nabila Smaïl, avocate, activiste, politique. Nabila Smaïl, merci d'être avec nous. Dans une vingtaine de minutes. Très, très bien. Alors, mes chers amis, donc voilà, c'est tombé hier, monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a déposé un projet de loi pour déchoir de leur nationalité, selon un article de presse algérienne, pour déchoir de leur nationalité, les traîtres et les mercenaires. Mais le projet de loi en lui-même est beaucoup plus nuancé. Des gens qui nuisent à l'intérêt de la nation. Ça veut dire que c'est un titre bateau, on peut mettre n'importe qui. Alors, c'est à vous, je vous en prie. C'est Brahim, vas-y. Je veux revenir sur ce que vous avez dit et ce qu'a dit ce journal électronique. Oui. TSA pour ne pas le nommer. Bon. Il a titré, disiez-vous, moi je ne l'ai pas lu. Oui, oui, l'Algérie. Oui, veut se doter. Le ministre de la Justice ou l'Algérie veut se doter d'une loi de déchéance, etc. Absolument. Mais la loi existe déjà. Oui. Il y a un code de la nationalité qui prévoit la déchéance. Il y a plusieurs cas de déchéance. Et dans tous les pays du monde, il y a des lois de déchéance de la nationalité, évidemment. Oui. Bon. Mais aujourd'hui, de quoi il s'agit? Il s'agit de ce que vous venez de dire. Il y a une catégorie de la population, des Algériens,
qui résideraient à l'étranger ou qui sont en Algérie et qui disposent d'une autre nationalité et qui agissent sur le plan politique des opposants politiques peuvent être déchus de la nationalité algérienne. Mais de la nationalité acquise. Pas de la nationalité héritée, de la nationalité... Aujourd'hui, on connaît pas... Non, dans la loi de... Oui, mais cela existe déjà. Sur la perte de la... Il y a la perte et il y a la déchéance. Mais généralement, en Algérie, c'est pour la nationalité acquise. Oui, mais pas naturelle, celle qu'on obtient à sa naissance. Le code de la nationalité existant, celui de 2005, 1970-2005, réformé en 2005. Oui. Bien sûr, il ne parle que de la nationalité acquise. Évidemment. Oui. Évidemment. Oui. Mais même là, il y a une rupture d'égalité entre les citoyens. Et c'est de là dont il s'agit. Mais en France, ça a été le même cas quand ils ont voulu lancer cette loi qui a entraîné la démission de Taubira et puis les regrets de François Hollande. C'était pour les gens qui avaient acquis une nationalité. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y avait une double nationalité en fait. Mais puisque la loi existe déjà, qu'est-ce qu'on veut réformer? Moi, je ne connais pas le nouveau projet, je ne l'ai pas vu. Je présume les motifs. Oui, les motifs de la déchéance. Est-ce que l'on ne va pas toucher aux Algériens, j'allais dire d'origine, ceux qui sont algériens par le sang, comme on dirait. Le ius solis et ius sanguinis. Voilà. Parce que est algérien, selon le code de la nationalité algérienne, tout Algérien, toute personne née sur le territoire ou sur les eaux territoriales ou dans un aéronef. Ça, c'est le droit du sol. Ius solis. Absolument. Mais le droit du sol, c'est celui qui a hérité de ses parents. De ses parents. Ses parents sont algériens, il est automatiquement algérien. Mais ceux qui sont nés sur le sol national deviennent aussi systématiquement, automatiquement algériens. Pas automatiquement, c'est à la demande en Algérie. Non. Automatiquement, ils le sont. Ils sont considérés, relisez le code de la nationalité, ceux qui sont nés sur le sol algérien, sur les eaux territoriales algériennes, c'est-à-dire sur un bateau. Ou ils sont éligibles à la demande. Non, ils sont... Moi, je connais des familles marocaines, par exemple, en Algérie, dans le sud, dans l'ouest, qui ont mis une vingtaine d'années pour obtenir la nationalité alors qu'ils étaient nés à Sidi Blambès. Est-ce que vraiment ils ont démontré qu'ils étaient nés sur le territoire? Mais la loi est claire là-dessus. Ah d'accord, vous nous l'apprenez. La loi est claire. La naissance donne droit, il y a un droit du sol. Droit du sol. Je n'ai pas le numéro de l'article, mais la loi... C'est comme en France, quoi. C'est exactement comme enfin, bien qu'en France, c'est changé. Ça veut dire on laisse le droit d'opter à la personne quand elle atteint... Sauf pour les Algériens, mais qui ont le droit du double sol. Voilà, exactement. Double nationalité. Ah bon, parce que les autres nationalités n'ont pas le droit? Non. Ah d'accord. Sauf les Algériens et un autre État qui ont le droit du double sol. Si les parents sont nés dans un département anciennement français, avant les indépendances ou avant l'indépendance, et leurs enfants sont nés sur le territoire français ou un département français, ont automatiquement la nationalité française. Ce qu'on appelle la nationalité du double sol. D'accord. Voilà. Mais alors, d'après vous, Nourdine Hafsat, pourquoi cette loi, alors que, comme nous le dit Brahim Younsi, les dispositions légales existent déjà pour déchoir, mais seulement les gens qui ont une nationalité acquise, pas innée, pas naturelle, pas héritée. Pourquoi c'est pour d'abord l'étendre à tous, soit acquise ou innée ou héritée, ou alors est-ce que c'est pour mettre d'autres motivations, pour rajouter à ce qui existe déjà? Écoute, si Jamaldine, on dit d'une manière générale que pour un texte, en l'occurrence un texte de loi, il faut regarder le texte, regarder le contexte et regarder un troisième point, ce qu'on appelle l'intertextualité. L'intertextualité, c'est-à-dire l'interférence et l'interaction entre ce texte et les autres textes. Voilà. Et dans ce cas, pourquoi pas l'intercontextualité aussi? Oui, aussi, mais là, on parlera de l'intertextualité. Donc, il y a le texte, il y a le contexte, l'intertextualité. L'intertextualité, en l'occurrence, ici, on peut citer la Constitution, qui vient d'être, je dirais, très, très mal votée, pour ne pas dire qui n'a pas été votée.
Et ils n'ont pas pensé au moment de la faire voter à ça, si à ce moment-là, ils auraient mis dans le paquet, quoi. Oui, peut-être à la déchéance. Voilà, hein, ça oui. aussi, ça montre que ça vient de venir, ça vient d'arriver, ça vient de tomber sur la table de la honte. Donc ça vient après le retour du Hirak. Voilà, après le retour du Hirak. Ce qui veut dire que ce texte-là, donc on ne va pas le lire à l'aune des lois existantes, hein, du code algérien de la nationalité, mais le lire à l'aune du contexte actuel. Pourquoi maintenant? Oui. Pourquoi cette loi sur la déchéance de la nationalité? Tout simplement parce que ce pouvoir, c'est pour nous montrer, c'est un appel de la main pour nous dire, n'attendez plus rien de moi. Moi, je suis fini, je suis fou, je suis malade, je perds la tête, je perds mes moyens, je vais me suicider et vous tirez avec moi dans mon suicide. Il y a un phénomène psychologique qu'on appelle, moi j'en ai déjà parlé il y a quelques années à propos de Bouteflika, on appelle ça le syndrome de Nauchausen ou quelque chose comme ça. C'est quoi? C'est les mamans qui tuent leurs enfants. Hein, les mamans qui tuent leurs enfants par amour et parce qu'ils ne veulent pas laisser ça derrière. Ces pouvoirs, c'est pareil. Ils ne veulent pas laisser l'Algérie aux Algériens. Ils veulent qu'elle, soi-disant, c'est eux qui ont ramené cette indépendance. Et cette indépendance, soit ils la gardent, s'ils ne la gardent pas, ils vont se suicider, entraîner tout le monde dans leur suicide. Oui, non, oui, tout à fait. Oui, tu voulais réagir. Je voulais dire, Claude, pourquoi vouloir légiférer par rapport seulement à la diaspora? Pourquoi est-ce qu'il précise pour des crimes et délits, ou des crimes plutôt de trahison, de service au profit d'une nation étrangère, ça, qui sont à l'étranger? Ça veut dire la personne qui commet le même crime tout en étant en Algérie n'est pas concernée par ce... Ouais, je crois que ça les touche parce que ces nouvelles dispositions que je ne connais pas, je crois que personne ne les connaît. On connaît juste l'intitulé de la loi. Voilà. Ouais. Bon, nous ne connaissons pas les dispositions, des dispositions scélérates de toutes les façons, concernent ceux qui sont porteurs de la double nationalité. Tous, qu'ils soient en Algérie ou ailleurs. Mais non, il ne précise pas ça. Non, par exemple, un Algérien qui est en France, qui a gardé sa nationalité initiale, qui est résident en France et qui tombe sous le coup de cette loi, on lui retire sa nationalité, quitte à en faire un apatride. C'est pas qu'il a une double nationalité, à la limite, on lui retire l'algérien. Ça, le droit international ne le permet pas. Oui, mais ils sont dans ça. Hein. Ils ne le feront pas. Ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas le faire. À la fois la Convention du Haut Comité des Nations Unies aux réfugiés, qui est absolument contre, et puis la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 aussi contre. On ne peut pas laisser quelqu'un sans nationalité. La patridité ne peut pas... c'est pourtant, moi, d'après ce qui a paru, ce qui a été publié, il ne parle pas de retirer la nationalité à ceux qui ont une double nationalité. C'est la raison pour laquelle il y a une rupture d'égalité entre les citoyens. C'est le fait d'enlever, de déchoir quelqu'un, un Algérien, de sa nationalité algérienne. Ceux qui disposent, qui bénéficient d'une autre nationalité, quelle qu'elle soit. Par exemple, ce que vous disiez tout à l'heure, le Code de la nationalité qui existe, celui de 2005, de 1970, révisé en 2005, l'article 22 dit la chose suivante. Toute personne qui a acquis la nationalité algérienne peut en être déchue pour 3 motifs. Oui. Pour 3 motifs, je ne vais pas les lire. Si elle est condamnée pour un acte qualifié de crime, etc., etc. Donc, la disposition pour les Algériens qui ont acquis la nationalité algérienne existe par la loi, y compris, et vous l'avez dit tout à l'heure, en 3e point, si elle a accompli au profit d'une partie étrangère des actes incompatibles avec la qualité d'Algérien. La qualité d'Algérien, c'est... Mais c'est pour les personnes qui ont acquis la nationalité seulement. Donc, juste précisément, c'est-à-dire que les nouvelles dispositions scélérates ne vont pas concerner
les Algériens qui ont acquis la nationalité algérienne. Forcément, ça doit toucher les Algériens, absolument, entre guillemets, d'origine. Sinon, pourquoi faire une nouvelle loi? Absolument. Pourquoi faire une nouvelle loi? Donc ça va toucher les Algériens. Tout le monde, en fait. Voilà. Moi, je n'ai pas la double nationalité. Bon, je peux montrer ma carte de résident. C'est pas le problème. Je n'ai qu'une seule nationalité. Mais simplement, mes compatriotes qui ont une double nationalité, par exemple, une double nationalité, peuvent être déchus de la nationalité algérienne. Non, pourquoi? Non, ça n'a pas été précisé. Ils n'ont pas dit on va déchoir ceux qui ont la double nationalité. Ils ont dit on va déchoir les Algériens qui tombent sous le coup de cette loi, des motifs invoqués par la loi. Mais bien entendu, ils n'ont pas précisé la double nationalité. Mais ils vont le préciser parce que la loi précédente, si celle-là est votée, elle le sera. Oui. La loi précédente va s'ajouter l'origine. Parce que là, la loi ne touche, l'article 22 ne touche que les personnes, les Algériens, qui ont acquis la nationalité française, la nationalité algérienne. Donc, pourquoi faire une nouvelle loi? Je comprends ce que vous voulez dire, mais... Pourquoi faire une nouvelle loi? Donc, on peut supposer que cette nouvelle loi, s'il y a par rapport à ce que j'ai évoqué tout à l'heure, l'intertextualité, si on renvoie pas à la Constitution maintenant, mais à la loi existante, c'est qu'il faut qu'elle rajoute, qu'elle ramène quelque chose de nouveau. Cette loi, si elle veut, et s'ils veulent la promulguer, c'est pour rajouter quelque chose. Et moi, je pense, voilà, qui n'était pas prévu dans la loi précédente. Ça, d'une part. Mais moi, au-delà de cela, c'est-à-dire c'est le fait même de suggérer cette loi, le fait même de l'annoncer, quitte en soit grave. Et surtout si on rajoute le fait que ça toucherait éventuellement les Algériens qui ont acquis la nationalité de sang, de filiation. La nationalité algérienne, elle a une valeur, je dirais, au-delà de toutes les nationalités. Le Français est fier de sa nationalité française. L'Anglais est fier de sa nationalité anglaise. l'Américain est fier de sa nationalité américaine. Mais l'Algérien, par-dessus toutes ces nationalités, il est fier de sa nationalité parce que c'est une nationalité qui a été acquise chèrement, très chèrement, au prix du sang, au prix des sacrifices de millions d'Algériens depuis qu'ils ont perdu leur identité. Donc dire que une personne va perdre sa nationalité, et par qui? Par ce pouvoir usurpateur. C'est pas une perte, parce qu'il y a la perte et la déchéance. Déchéance, oui, tout à fait. En arabe, c'est pas sahb, mais tajrid. Voilà, exactement. Dépouillé. Voilà, dépouillé. C'est plus que dépouillé, c'est déchoir. Déchoir. Ça veut dire vers le bas. Voilà. Vers le bas. On le jette vers le bas. Et nous allons demander à Maître Nabil Ismail, qui vient de nous rejoindre. Nabil Ismail, merci d'être avec nous. Bonsoir tout le monde, merci de m'avoir invité. Merci à vous. Alors, je vous laisse nous dire ce que vous pensez donc de ce projet de loi, nous dire votre avis de juriste, de femme de loi. Mais sinon, d'abord une précision, parce que Brahim Younsi vient d'évoquer une piste. Il dit qu'il vise très certainement les personnes qui n'ont que la double nationalité et que ça ne concernera pas les gens qui ne sont qu'algériens. Est-ce que je peux dire pourquoi? Oui. Parce que, comme moi, on ne peut pas me déchoir de ma nationalité parce que le droit est apatride. Donc le HCR est en train de... Il y a 10 millions, selon le HCR, de personnes qui sont apatrides aujourd'hui. Oui. Et il est en train de travailler pour qu'en 2004, il ne resterait personne qui n'est pas... 2024. Nabil Ismail. Qui n'est pas une nationalité. On a bien compris. Nabil Ismail. D'abord, je ne partage pas du tout la réponse de votre invité que je salue. Brahim Younsi. Monsieur Brahim Younsi parle de pays qui respectent les normes internationales. Or, nous sommes en face d'un régime qui ne respecte absolument rien du tout. Pour preuve, les cas de torture qui viennent d'être dénoncés et dévoilés. Donc, arrêtons d'inscrire le pouvoir, je ne parle pas de l'Algérie, parce que l'Algérie c'est un pays, c'est mon pays. Il faut qu'on parle d'un régime qui est sourd, aveugle et qui ne respecte absolument rien du tout. Il est à préciser qu'il ne s'agit pas d'un projet de loi, mais plutôt d'un décret exécutif. Ce n'est pas un projet de loi, c'est un décret
exécutif qu'il doit exposer au Conseil des ministres. Donc, pardon, Nabil Ismail, de vous interrompre encore une fois. En l'absence du Parlement, est-ce qu'il va être publié sous forme d'ordonnance ou ils attendent le nouveau Parlement pour essayer de le passer? Le président peut légiférer par ordonnance, ils peuvent le faire. Le président peut légiférer par ordonnance. Et déjà, je tiens à vous dire que la dissolution de l'APN est vraiment illégale parce que l'APN, quand on dissout une APN, il faut absolument préciser la durée la durée pendant laquelle il faudra qu'il y ait des élections avec une date bien précise. Là, c'est jeté. Même la loi électorale n'est pas encore adoptée. Cette loi électorale qui a été examinée aujourd'hui par le Conseil des ministres doit sûrement être promulguée sous forme d'ordonnance. Donc, ceci étant dit, on revient au sujet de la question principale, c'est que vous avez commencé à me dire, est-ce que ça ne concerne que ceux qui ont une double nationalité? Pas du tout. Dans l'exposé du projet du décret, ça ne précise pas qu'ils ne vont toucher que ceux qui ont une double. Ils disent ceux qui sont sous le coup de ces infractions-là vont être déchus de leur nationalité. Point barre. Alors qu'ils ne savent pas que l'ordonnance 0501 qui a modifié l'ordonnance 70 parle de deux catégories de nationalités. Allô? Allô? Oui, on vous écoute, Nabil Ismail. Alors, l'ordonnance 0501 parle de deux catégories de nationalités. Une nationalité d'origine, c'est-à-dire Jinsiyya al-Asliya, avec laquelle on est parce qu'on est d'un père algérien et d'une mère algérienne. Ça, c'est la nationalité d'origine originelle Asliya. Et vous avez la nationalité acquise. La nationalité acquise, elle vient pour celui qui naît sur le sol algérien de père et de mère inconnus. Donc il a cette nationalité jusqu'à ce qu'on découvre ses parents biologiques et là, il reprend la nationalité de ses parents biologiques, sinon il garde sa nationalité algérienne acquise par le sol. Ou bien on parle de la nationalité acquise par décret. Ceux qui épousent un étranger qui va épouser une Algérienne, par exemple, il va prendre la nationalité algérienne, il la demande. Et c'est cette catégorie de nationalité qui est soumise à la perte, au fait d'être déchu de la nationalité. C'est quand on l'a acquise, pas quand elle est d'origine. Donc, Hadouma. Mais vous savez, sur le plan juridique, c'est tout ce qu'il y a. Il y a la nationalité acquise de naissance, c'est-à-dire le Jinsiyya al-Asliya, il y a le Jinsiyya al-Muktasaba, et dans le chapitre de Jinsiyya al-Muktasaba, c'est celle-là qui tombe sous le chapitre Tajrid min al-Jinsiyya. Ou Tajrid min al-Jinsiyya, il vient dans les cas qui sont précisés par l'article 22 qui parle de Tajrid et qui ne concerne que al-Jinsiyya al-Muktasaba. Et si vous me le permettez, je vais vous le lire parce que c'est un texte. كل شخص اكتسب الجنسية الجزائرية يمكن أن يجرد منها. Et en français, c'est très clair. Enfin, on n'a pas besoin de sortir de celle-ci pour comprendre le sens. Le sens alors le code de l'état civil, le code de nationalité. Bon, parce que c'est trois. Mais on a compris que sont concernés ceux qui ont la nationalité acquise. Acquise. Alors, acquise, ça veut dire celle qui a été demandée, à qui on l'a donnée. Ça veut dire que Brahimi aussi, dans ce cas, a raison. Alors, je vais continuer, si vous permettez. Oui, allez-y. Le titre d'échéance, le titre du Code de nationalité, sous-titre d'échéance, vous avez l'article 22 qui dit « Toute personne qui a acquis la nationalité algérienne peut en être déchue si elle est condamnée pour un acte qualifié de crime ou délit portant... » Oui, mais pardon, Nabil Ismail, pardon. Je crois qu'il y a confusion. Vous êtes en train de... Nous, on pensait que vous parliez de l'actuel projet de loi. Or, vous êtes en train de parler de l'ancien projet. Là, on est d'accord. Il ne parle que de la nationalité acquise. Il ne peut pas déchoir les gens qui ont la nationalité innée, la nationalité naturelle, par droit du sang. Mais pour ce qui est du projet actuel, est-ce qu'il vise seulement la nationalité acquise
Ou est-ce qu'il vise la nationalité acquise et la nationalité par droit du sang? Alors, d'abord, il est illogique et toute loi qui doit être adoptée par le pouvoir algérien doit être conforme aux conventions et aux pactes signés par l'Algérie. Or, il est interdit de laisser une personne sans nationalité, qu'il ait une double ou qu'il ait une seule. Il est absolument impossible de laisser une personne sans nationalité parce qu'il a commis... Et Brahim Youssi souhaite vous répondre parce que... Oui, allez-y, Brahim Youssi. Je n'ai pas arrêté de dire depuis tout à l'heure. Oui, je crois qu'il y a eu quiproquo. Et je vais lire l'article 8 et 9 de la Convention du Haut Comité aux réfugiés des Nations Unies de 1961, qui précise que les États contractants, et l'Algérie est contractante de cette Convention, ne priveront de leur nationalité aucun individu si cette privation doit le rendre apatride. Oui, mais c'est clair. Mais comme l'a dit Nabil Esmaïl au début de son intervention, ce régime ne respecte pas les conventions qu'il signe. Non, mais nous savons très bien. C'est vrai. C'est vrai, bien entendu. Mais qu'est-ce qui l'empêcherait? Mais il y a des tribunaux. Ça prendra du temps. Vous savez que la nationalité algérienne, il y a quelques années, on ne pouvait pas la répudier. Aujourd'hui, on peut la répudier. Oui. On peut la répudier dans des conditions très particulières. Il y a des conditions. Ça veut dire, par exemple, moi, j'acquiers la nationalité française, on me laisse le choix. Si je garde la nationalité française seulement, et si je répudie la nationalité algérienne, ou si je garde les deux. C'est dans ce cas seulement qu'on peut la répudier. Oui, bien sûr. Évidemment. Parce que si vous n'aviez que la nationalité algérienne, vous ne pouvez pas vous mettre vous-même apatride. Absolument. Alors, nous allons laisser finir Nabil Esmaïl, puis je reviens à Nordin Awsat. Nabil Esmaïl, je vous laisse poursuivre. Je dois terminer pour dire que c'est un projet qui n'a pas été rendu public dans toute son intégralité. Ça veut dire qu'on ne connaît pas sa teneur. On ne connaît pas sa teneur. Maintenant, ça a fait un fait d'annonce. Maintenant, je vais me poser la question autrement. C'est-à-dire, on va poser la question politiquement parlant. Oui. Le pourquoi de ce texte. D'abord, le pourquoi et le timing. J'allais vous poser la question, vraiment. Allez-y. Alors, le timing, c'est venu à la veille des marches de vendredi. Donc, ça rajoute du lot au moulin du peuple, parce que ça, ils ont choisi le timing. Ça, c'est d'une. De deux, le pourquoi de la chose. Pourquoi? Parce que vous savez qu'à l'intérieur, ils ont fait un arsenal juridique pour réprimer toutes les expressions politiques. Oui. Ils ont fait un arsenal politique contre ceux qui les critiquent sur les réseaux sociaux, ceux qui les dénoncent, ceux qui ne sont pas d'accord. Donc, à l'intérieur, ils croient avoir contenir la colère populaire par l'arsenal juridique répressif. Vous voyez ce qui se passe? Ils relâchent 65 personnes, mais il remet en pôle une bonne quarantaine de personnes, entre ceux qui sont sortis le 22, là-bas, les étudiants et tout. Donc, c'est toujours le feuilleton des arrestations qui obéissent à la même logique de répression. Vous avez cette loi par rapport à la diaspora. Est-ce que vous savez que plusieurs mandats d'arrêt ont été émis contre des activistes qui sont à l'étranger? Et quand ils arrivent devant les tribunaux ou les pays où il y a le respect des normes, le respect de la loi, quand ça arrive entre les mains d'un État de droit et qu'ils voient que ce mandat d'arrêt a été émis pour des raisons politiques, on leur répond en leur disant on ne peut pas vous remettre, c'est des raisons politiques, c'est des opinions politiques. Nous, chez nous, on ne réprime pas ce genre de... C'est pas un délit. Émettre un avis politique, une expression politique, une critique politique, ce n'est pas un délit. Donc tous les mandats d'arrêt qui ont été émis contre des activistes algériens qui travaillent à l'étranger sont revenus zéro, rien. Donc qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme manœuvre pour faire peur tout le monde ou faire peur à la diaspora qui active via les réseaux sociaux, via les chaînes YouTube? Maintenant, on les menace de les déchoir de leur nationalité. Mais on ne peut pas enlever à quelqu'un quelque chose qu'on ne lui a pas donné. Oui. Or, la nationalité d'origine n'a pas été donnée. C'est un acquis, elle est née avec la personne. Le mot déchoir quelqu'un de quelque chose, c'est quand elle a été acquise.
C'est des mots qui marchent ensemble. Donc, هادوما يديروا القانون ما يحترموا المعاهدات الدولية ما يحترموا الدين ما يحترموا السياسة ما يحترموا العبد ما يحترموا النظم الدولية. Ils ne respectent rien. Ils respectent uniquement la répression. Ils fonctionnent dans une logique de bled bledhom. وإحنا رانا كرايين. Maintenant, ils nous brandissent cette histoire pour nous éloigner de la véritable question politique qui est le départ. Et restez avec nous, Nabila Smaïl. Alors, nous allons d'abord regarder. Ce régime a toujours utilisé ces méthodes de désigner les gens qui lui sont opposés en traîtres, en agents, mercenaires. Alors, nous allons regarder d'abord, après ce qu'ils appellent, eux, la capture d'Aït Ahmed, quand Aït Ahmed avait été arrêté. Vous vous rappelez, Brahim Younsi. Je sais que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui... je sais, connaissant votre intégrité, votre éthique, le sens d'éthique. Regardez cet article de presse. Oui. Regardez bien. Regardez. Il y a tellement de choses à dire. Alger républicain. Oui, mais regardez. L'ANP capture le traître Aït Ahmed. Vous voyez un peu? L'ANP capture le traître Aït Ahmed. Nous allons écouter maintenant le ministre de l'Intérieur. Est-ce que je peux dire juste une chose? Oui, mais Alger républicain était le journal du Parti communiste. Oui, exactement. Mais pour dire que la connivence et la bassesse et la scélératesse sont de tous les bords. Il n'y a pas d'exclusivité pour ça. Sûr. Alors, nous allons écouter Monsieur le ministre de l'Intérieur, juste du temps de Gaït Saleh, juste avant les présidentielles du 12 décembre, quand il y a eu les appels au boycott massif. Écoutez ce que nous dit Monsieur le ministre de l'Intérieur. استعمار الغاشم بان الاستعمار استعمل أولاده في الحرب ولكن للأسف اليوم هذا الاستعمار أو ما بقي بالاستعمار الآن هو فكر استعماري لأن لحد الآن بقي هذا الفكر الاستعماري لدى البعض وهذا الفكر الاستعماري يستعمل فيه بعض من أولادنا الجزائريين أو أشباه الجزائريين من خونة ومرتزقة وشواذ ومثليين نعرفهم واحد بعد واحد فهم وقفوا صفا واحدا مع هذا الناس فهم ليسوا منا ونحن نحن لسنا منهم. C'est vrai. ليس منا وإحنا ما نجم منا واحد on lui dit la même chose. C'est la seule chose vraie qu'il est dite. Cette propension de ce régime de stigmatiser, de traiter les gens de mercenaires, de traîtres. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train d'aspirer, de revendiquer un état de droit. Le Hirak aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est en train de demander? Un état de droit, une démocratie, une justice indépendante, la séparation des pouvoirs, une assemblée constituante pour avoir une vraie constituante, des élections transparentes et honnêtes. Est-ce que c'est être mercenaire, être traître, être au service des étrangers que de demander ça? Est-ce que le Hirak, parce qu'il a demandé ça de façon spontanée, parce que les choses sont arrivées à leur extrême tolérance, est-ce que ça ne peut pas être un mouvement spontané? C'est donc forcément un mouvement qui est condamné par l'ennemi de l'extérieur dont on ne sait même pas qui il est. On ne nous l'a jamais dit, en fait. De toutes les manières, on le sait, c'est le même discours. Tu l'as montré avec Alger républicain, 1963. 64. Un grand héros comme c'est Aït Ahmed, Allah yarhamou, traité de traître, donc ça veut tout dire. Donc il y a un hadith du prophète qui dit quand on traite quand on apostasie quelqu'un, on le traite de kafir, soit elle va s'appliquer sur l'autre, soit elle retombe sur toi. Donc ce que vient de dire ce monsieur, donc en traitant les dents, vous n'êtes pas de nous, vous ne faites pas partie de nous et on ne fait pas partie de vous. Tout on est d'accord. C'est un honneur. Wallah, c'est un honneur. Wallah, c'est un honneur, je dis bien, c'est un honneur, je le dis à chaque fois et je le redirai autant de fois que cela est nécessaire. Mon prénom, c'est Mohamed Mouloud, que les téléspectateurs le sachent.
pour une fois. Je ne m'appelle pas Nourdine, bien que c'est le prénom que j'ai eu depuis mon enfance. Depuis que j'ai ouvert les yeux, c'est Nourdine. Mais dans ma carte d'identité, c'est Mohamed Mouloud. Mohamed Mouloud, c'est le prénom de cet homme qui est mort pendant la guerre de libération en 1958. Voilà, en 1958. Oui. Donc vous vous imaginez, par exemple, Bark, c'est Jamaldine. Mohamed Mouloud Aoussat, que je suis, les dérange, et j'ai en plus la nationalité française, on va me déchoir de ma nationalité algérienne. On aura sur le registre Aoussat Mohamed Mouloud, mort en martyr en 1958, Aoussat Mohamed Mouloud, déchu de sa nationalité. Pour s'être opposé à l'État algérien, pour avoir... Quelle honte, quelle honte. Mais sauf que... je vous arrête juste une chose. Tout à fait. Vous savez que si vous êtes déchu par ces gens, c'est un honneur. Bien entendu. Parce que viendra le jour où les vrais enfants de l'Algérie, ceux qui seront élus par le peuple algérien, les vrais élus du vrai peuple algérien, ces gens-là, vous la rendront. Nous rétablirons dans nos droits. Sur ce chapitre, est-ce que je peux me permettre, je suis désolé. Est-ce que vous savez que le général de Gaulle a été déchu de sa nationalité française en 1940 Par Vichy. Par le maréchal Pétain. Par le maréchal Pétain. Et tous ceux qui l'avaient rejoint à Londres ont été également déchus de leur nationalité. Et pour après être rétablis dans leur honneur. Ils étaient la République, ils étaient devenus la République. Dans les années 50, le macartisme a fait de la terreur et beaucoup ont été déchus de leur nationalité américaine, y compris les Rosenberg. La chasse aux sorcières. La chasse aux sorcières, qui ont été passés sur la chaise électrique et qui avaient perdu leur nationalité, perdu la vue, mais perdu la nationalité américaine. Ce que nous sommes dans l'idéologie de la terreur, ainsi que l'appelle Hannah Arendt. C'est du terrorisme. C'est du terrorisme. C'est de l'idéologie de la terreur. Et c'est pour ça que les Algériens veulent qui crient DRS terroristes, Doula terror irhabia. La preuve en est. Voilà, la preuve. C'est une idéologie de la terreur. Sur ce point, justement, c'est Jamaldine. Parce qu'apparemment, et c'est là, comme on a dit, ce régime-là, il est opaque. D'accord, il verrouille tout, il cadenasse tout, tout est fermé, l'information. Et ceux qui parlent, ils parlent au nom de ce qu'on leur dit de dire, tout simplement. Mais à travers leurs réactions, à travers, je dirais, les porte-paroles ou les réactions de certains hommes ou femmes politiques, on sait ce que pense le pouvoir. Quand Djilali, maintenant Soufiane parle, on sait ce que pense le pouvoir. Quand Bengrina parle, on sait ce que pense le pouvoir. Quand Mokri parle, on sait ce que pense le pouvoir. Quand Louisa Hanoun parle, on sait ce que le pouvoir parle. Cette semaine qui vient de s'écouler, on avait tout le monde. Bon, Mokri s'est attaqué aux laïcs, Bengrina il s'est attaqué aux Kabyles. Et hier, Mme Louisa Hanoun s'attaque aux obscurantistes. Il faut toujours un ennemi de service. Voilà, exactement. Donc le pouvoir, il est dérangé par tout cela. Il est dérangé par tout cela. Il veut diaboliser les uns, il veut diaboliser les autres, etc. pour jouer sur la division. Absolument. C'est le but de la division. Toujours, on revient maintenant, je rencontre des frères et des compatriotes à la place de la République qui ont compris la fameuse stratégie des 3D. La division, la diversion et la démoralisation. Donc, la semaine dernière, on a vu même des personnes qui n'étaient pas habituées à se mettre un peu du côté du pouvoir en s'attaquant à Irak. Dire pourquoi vous dites DRS Irhabia, Mukhabarat Irhabia. Hawlik. Je vous interromps 2 secondes. Lieutenant-colonel Mohamed Samraoui, très grand patriote qui a abandonné une carrière brillantissime pour se jeter sur les routes amères de l'exil et qui a été traité, pour rester dans le même sillon, d'officier félon. Rappelez-vous.
officier félon. Mais par Je qui? vous laisse poursuivre. Mais par qui? Alors, donc, Mohamed Samarawi, c'est pas n'importe qui. Lieutenant-colonel du DRS. Lieutenant-colonel du DRS, c'est-à-dire à son époque, 94, 92, il était le 3e membre. Oui. Le 3e membre. Après Ismaël Ammari et tout. Après Ismaël Ammari et Mdiyen. Mdiyen, Ismaël Ammari et Mohamed Samarawi en 3e lieu. Qu'est-ce qu'il écrit? Chronique des années 200, Algérie, comment les services secrets, le Mukhabarat, ont manipulé les groupes islamistes. Voilà, tout c'est simplement. clair. Ouais, Et à l'intérieur, ils donnent des noms, ils donnent des dates, ils donnent des faits, ils donnent des opérations, etc. Donc on arrête comment dirais-je, de prendre ce pouvoir-là. Il vit encore les années 80, 90. Ils ne savent pas qu'aujourd'hui, les Algériens sont au courant de tout cela. Deuxième remarque, et on aura fini avec je dirais, la documentation et les informations factuelles. Avec la bibliothèque. Avec la bibliothèque, voilà. Majid Benchir, que nous avons eu l'occasion de voir, c'est un vieux qui sache les Algériens. Amrou Balek Tsaïnsna aujourd'hui. Hein, à peu près, pas loin. Universitaire, voilà, juriste. ancien doyen de la faculté d'Alger, professeur ici, etc. Allez, pour la militarisation du système Algérie. Un système politique militarisé, début des années 2000. Voilà, c'est clair. Abdelmajid Tebboune nous dit il y a 15 ans, ils ont fait un stage, il ne sait même pas où, en Afrique ou en Europe, on leur a, inculqué, on leur a soufflé. Alors, Madania Machi Askaria, Haïlik. Ça fait 20 sna. Et le comble, c'est qu'il parle, il dit 15 ans. Eh. Alors qu'en fait, 15 ans, c'était la période Bouteflika. 2006. L'armée n'était plus dans le congrès du FLN. Oui, elle ne faisait plus du comité central. Tout à fait. Comme quoi, il n'est même pas capable, lui qui est dans le régime et dans le système. Il parle de 15 ans. On parle seulement. On parle pour parler, c'est tout. Alors, Brahimi aussi, puis Nabil Ismail. Mais avant, je vais vous lire quelque chose. L'APS, Agence Presse Service. Réunion du gouvernement, examen d'un avant-projet de loi sur la déchéance de la nationalité. Écoutez bien, Brahimi aussi. Ce texte prévoit la mise en place... Et Nabil Ismail, écoutez bien, s'il vous plaît. Ce texte prévoit la mise en place d'une procédure de déchéance de la nationalité algérienne acquise ou d'origine. Acquise ou d'origine. Qui sera applicable à tout Algérien qui commet, en dehors du territoire national, des actes portant volontairement de graves préjudices aux intérêts de l'État ou qui portent atteinte à l'unité nationale. Mais on parle bien de déchéance de la nationalité algérienne acquise ou d'origine, qu'elle soit prohibée par les instances internationales ou non. Donc ils ont ajouté à l'article 22 et d'origine. Et d'origine. Voilà, c'est ce que je n'ai pas arrêté de dire. Ils ne pouvaient faire une nouvelle loi que pour l'appliquer aux Algériens qui ont la nationalité d'origine. Mais en l'occurrence, ils vont transformer des Algériens en apatrides, pour ceux qui n'ont pas la double nationalité. Vraisemblablement. Voilà. Si demain, moi je n'ai qu'une seule nationalité, la nationalité algérienne. S'ils vous l'enlèvent, s'ils considèrent que vous avez commis des actes portant de graves préjudices aux intérêts de l'État ou atteinte à l'unité nationale, vous allez vous retrouver apatride. Il suffit qu'un juge à qui téléphone Zermati le dise pour qu'on vous retire, pour qu'on fasse de vous un apatride. Oui, même si les instances internationales l'interdisent. Oui, mais il y a des tribunaux. Il y a des tribunaux. Il y a oui, mais les tribunaux ne vont pas vous donner un passeport algérien. Non, c'est vrai. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça prend du temps pour gagner. Oui, mais c'est ce qu'ils veulent. La question... Ils vous mettent en difficulté ou en 20 secondes, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a le texte, il y a le contexte. Voilà. Le contexte est un contexte politique, donc ce n'est pas un texte juridique au sens propre du terme, mais c'est un texte politique. Voilà. C'est une arme comme une autre politique qu'ils utilisent parce qu'ils sont paniqués. Ils gèrent toute information, la virgule, le mot, la phrase, la déclaration. En Algérie, ils la contrôlent. Mais ce qui vient d'ici, ils ne le contrôlent pas. Le problème est que les services, l'État, entre guillemets, lui se permet de donner des Algériens à d'autres services, à des services étrangers. C'est ça aussi. Qu'ils aient la nationalité acquise ou d'origine. Il se permet de donner
des Algériens à des services étrangers. C'est-à-dire, je n'ai pas bien compris. Ils les dénoncent Oui, pour être des terroristes ou pour les surveiller, ou pour, fait. etc. etc. Tout à fait. Donc, est-ce que cela n'est pas non plus, appelons les choses telles qu'elles sont, une trahison par rapport à la loi elle-même? Alors que, comme le dit l'article... Quand Amelou tue Ali Bsili Rabbi Rahmou et que Pasqua aide à l'exfiltrer vers l'Algérie, que l'Algérie le reçoit, qu'elle le dote, qu'elle lui donne de l'argent et qu'elle le protège. Alors qu'il a tué un Algérien qui se battait pour l'Algérie. Voilà, tout à fait, c'est en son état. C'est qu'on va déchoir de la nationalité sur le plan seulement politique. Politique. Uniquement politique. Oui. Et alors qu'il est interdit de déchoir quelqu'un pour des raisons raciales, religieuses, etc., et politiques. Mais eux, ils vont vous dire il a porté atteinte aux intérêts de l'État. Il a porté atteinte à l'unité nationale. Et il faut qu'il le démontre. Il le démontrera. Sur le la justice est à ses ordres. Et le juge d'instruction, le procureur vont vous démontrer. C'est attaquable de toutes les façons. Alors, je me permets, nous allons avec nous Ali Aïdjoudi pour 3 minutes, puis nous allons revenir vers Maître Nabil Ismail. Oui, Ali, marhaba bik. Oui, bonsoir, M. Khaira Jamal. Bonsoir, je rappelle que vous êtes le président de Riposte Internationale. Oui, bonsoir, c'est Jamal. Bonsoir aussi à Maître Nabil Ismail. Merci pour l'invitation, c'est Jamal. Juste donc pour dire que le pouvoir fait tout pour terroriser le peuple. Et cette fois-ci, il a bien choisi sa cible, c'est la diaspora. C'est la communauté algérienne à l'étranger. Donc, après l'article 51 de l'acteur des Salbezon Douihia qui a fait des Algériens de la diaspora des sous-citoyens, il les a exclus d'assumer des responsabilités politiques dans leur propre pays. Donc, il veut considérer que tout Algérien et Algérienne qui s'oppose à ce pouvoir, à cette jette militaire, à cette police politique, à cette dictature, à ce clan de Oujda, à ce pouvoir illégitime que le peuple a rejeté depuis 62 d'ailleurs. Sauf que depuis 2 années, le peuple dort et dans les rues pour revendiquer l'indépendance de ce peuple, l'indépendance de l'Algérie, le départ de ce pouvoir militaire. Eh bien, donc, il faut terroriser, il faut classer dans la case des terroristes tout opposant, de tout bord, comme des terroristes. Donc, il faut faire d'eux des apatrides. Et c'est grave. Cette politique de bas niveau n'est appliquée à l'échelle mondiale que par la Russie. C'est la politique de Poutine. Eh bien, la police politique algérienne suit la même politique du KGB, comme d'habitude depuis le temps de Boumediene. Donc, c'est pour terroriser ces Algériens qui sont chaque dimanche dans la place de la République. Et ces Algériens qui sont au Canada et qui sont en Europe, qui sont aux États-Unis, qui sont chaque dimanche pour revendiquer l'illégitimité, d'abord le départ de ce pouvoir, et annoncer l'illégitimité de ce pouvoir. Donc, il veut justement baisser la température à l'extérieur et faire peur, terroriser. Comme ça, les gens ne vont pas aller comme on a l'habitude de le faire pour empêcher les gens de voter, pour prouver que nous rejetons ces élections, pour ne pas laisser le pouvoir truquer, trafiquer comme il a l'habitude de le faire. Donc il n'a trouvé que de terroriser pour que les Algériennes et Algériens vont avoir peur, ne pas sortir, ne pas aller vers l'affrontement avec la police politique, avec y compris la protection de la police française et l'État français qui nous a interdit de marcher, ça fait 2 semaines. Donc, riposte, nous avons déjà adressé une lettre à Mme Bachelet et nous avons adressé donc un rapport bien détaillé qui est rapporté par la presse durant la semaine pour dénoncer ces exactions. Mais cette fois-ci, donc on est pratiquement au stade final de finaliser une requête et une plainte
que nous allons adresser aux Nations Unies et aux instances internationales, aux ONG de défense des droits de l'homme, à toutes les personnes qui ont quand même un mot, qui défendent les droits de l'homme, justement pour dénoncer cette mafia. Il faut que le terme qui a été utilisé un jour par un gars de ce pouvoir, Reza Malek, son âme, que la peur doit changer de camp. Eh bien, nous ferons tout pour que la peur va changer de camp. Et donc, si nous avons bien compris, vous portez plainte, vous saisissez l'ONU. Absolument. Demain, officiellement, déjà auparavant, durant la semaine passée, nous avons alerté les instances internationales et le commissariat des droits de l'homme. Et d'ailleurs, nos rapports, et nous avons même organisé un sit-in devant cette assemblée le 14 septembre de l'année passée. Eh bien, cette fois-ci, quand même, l'Algérie a été citée dans l'allocution de Mme Bachelet. Mais cette fois-ci, comme à chaque fois, et ils augmentent encore de violence, d'atrocité, eh bien, nous allons passer à l'action. Et ils ne vont pas nous faire peur. Ils ne vont pas nous terroriser. Parce que nous sommes déterminés, tout simplement. Et nous allons exercer notre devoir de militants de défense des droits de l'homme. Merci. Notre devoir de citoyens, eh bien, nous allons honorer justement le combat de cette révolution. Eh bien, nous allons déposer officiellement demain matin une plainte et une requête auprès des Nations Unies et du Haut-Commissariat des droits de l'homme, du Parlement européen et de toutes les organisations de défense des droits de l'homme. Et il n'est pas question de laisser passer cette grave dérive dans le silence comme ils ont l'habitude de le faire. Merci Ali Aïdjoudi, au plaisir de vous retrouver. Alors Nabil Ismail, donc je rappelle que sur l'APS, c'est clairement dit, ce texte prévoit la mise en place d'une procédure d'échéance de la nationalité algérienne acquise ou d'origine. Et plus loin, comme me le fait remarquer Brahim Younsi, il précise, ils ont le culot de préciser, les dispositions prévues demeurent conformes aux conventions internationales en la matière et garantissent le droit au recours. C'est dire, hein, franchement. Je vous en prie, Nabil Ismail. Très bien. C'est ce que je qualifierais de bandétisme institutionnel. Ah oui, ah oui. Ah, c'est le mot. C'est du bandétisme institutionnel parce que je salue mon ami, mon aîné Judy, et il vient de dire quelque chose de très intéressant parce que ce projet de décret ou de loi, qu'il l'appelle comme il veut, qu'ils l'appellent comme ils veulent, de toutes les manières, ça rentre dans les catégories des lois liberticides, des lois scélérates qui sont en train d'adopter depuis que Gaïd Salah leur a tracé le chemin. Il ne faut pas oublier que c'est à celui-là qu'il a dit qu'il faut aller jusqu'au bout. Donc là, il est en train d'exécuter la wasiyya de son père spirituel, qui est Gaïd Salah. Il ne faut pas oublier qu'il y a l'article 27 de la Constitution qui prévoit que l'État algérien se doit de préserver les intérêts et l'identité de ses ressortissants partout. تسهر الدولة على الحفاظ على هوية المواطنين المقيمين في الخارج وتعزيز روابطهم مع الأمة. Donc, ce texte peut parfaitement être en totale contradiction avec les dispositions de la Constitution. Donc, déjà ici en Algérie, on peut constituer un collectif d'avocats pour déposer une requête de non-constitutionnalité de ce texte, si jamais... Mais est-ce que la Constitution prévoit quelque chose en la matière? Oui. La Constitution qui vient de faire passer, moi j'ai cherché partout, je n'ai rien trouvé. La Constitution, ils n'ont pas modifié en ce qui concerne la nationalité parce que vous avez un texte qui vous renvoie وتنظم الجنسية بقانون خاص. Donc le قانون الخاص, c'est l'ordonnance 70 et modifiée par l'ordonnance 0501. Elle n'a rien dit, elle n'a même pas donné la qualification de la nationalité. Elle est prévue et elle la renvoie à la loi organique, à la loi qui va décider des principes de qu'est-ce que c'est que la nationalité, comment elle est acquise, comment elle part, comment elle revient, comment... Bon, là, ils vont modifier la loi pour ajouter à l'article 22 pourraient être déchues même les nationalités d'origine. Donc c'est ça qu'ils ont ajouté. Est-ce qu'il y a des mécanismes au
sein de la loi algérienne et de la Constitution qui permet aux citoyens de saisir une instance, je ne sais pas laquelle, pour contrecarrer ce projet de loi? Oui, nous avons la dernière modification de la loi en 2019 qui a permis à tout citoyen de saisir le Conseil constitutionnel pour qu'il se prononce sur la non-constitutionnalité d'un texte de loi. Parce que vous savez que la dernière modification de Tebboune prévoit que d'abord les conventions internationales priment sur la loi algérienne et maintenant elles ne priment plus, mais elles font obligation aux magistrats. C'est-à-dire que vous pouvez venir plaider les conventions internationales nonobstant la loi interne. Vous pouvez venir plaider devant un juge algérien que la convention internationale qui aurait été ratifiée par l'État algérien. Donc ça, c'est déjà quelque chose de positif. Et je ne dis pas que parce que vous savez, le dernier amendement, ils ont fait glisser certaines choses intéressantes pour surtout faire glisser l'article relatif à la participation de l'armée en dehors des frontières. Donc, ça a toujours été le fonctionnement du système. Ils vous donnent une vitrine bien décorée pour vous faire passer un piège à l'intérieur. Donc, c'est leur façon de travailler. Mais nous, en tant que juristes, à partir du moment où il y a cette disposition qui nous donne le droit de plaider les conventions internationales, nonobstant la loi interne, nous allons demander l'application des conventions internationales ratifiées pour rejeter ce projet de loi ou cette loi, si jamais elle devient une loi ou un décret exécutif. Ça, d'une. De deux, le deuxième mécanisme qui peut se faire, c'est que maintenant la loi depuis 2019 permet à tout citoyen de saisir le Conseil constitutionnel pour déclarer la non-constitutionnalité d'un texte de loi. C'est-à-dire que ce texte de loi qu'il prévoit d'adopter ou d'entreprendre sous forme de décret exécutif peut faire l'objet d'une action devant le Conseil constitutionnel. Vous allez me dire que toutes les institutions leur appartiennent, mais oui, nous sommes obligés de passer par la procédure interne pour pouvoir saisir les instances internationales. Parce que la loi vous donne le droit de saisir les instances internationales à une condition de que vous ayez épuisé les voies de recours à l'intérieur de votre pays. Interne. Oui. Alors nous, il suffit d'aller utiliser déjà l'arsenal juridique de ce pouvoir mafieux pour les frapper avec leurs propres armes. Et moi, je dirais même que des citoyens, on nous en a parlé pas plus tard que ce matin, que beaucoup de citoyens pourraient se prévoir et se constituer partie civile contre ce ministre qui est en train d'utiliser son poste pour réprimer les libertés et réprimer et faire ce qu'il veut. Parce que là, on ne parle pas de Zarmati, on parle d'un fonctionnaire qui est censé être au service du peuple, pas au service d'un régime. Or, lui, il est la façade de ce régime qui utilise son poste, donc il en fait un abus d'autorité, il utilise son poste pour faire des propositions de loi contre le peuple qu'il est censé servir et pas sévir, pas contre. Il n'est pas censé sévir contre le peuple, il est censé le servir. Donc, si on se contente, ça c'est ce que nous avons toujours dit, et vous savez que pendant tous les procès qui se sont déroulés, les procès du Hirak, par rapport à al-Massis bil-Wahda al-Wataniya, al-Maslaha al-Wataniya, nous avons introduit des demandes de non-constitutionnalité du texte à partir du moment où al-Masirat ou al-Muzaharat haq dusturi. Donc quand on ramène des jeunes et qu'on leur colle le délit de tajamhur, d'attroupement, ça c'est non constitutionnel parce que ces jeunes-là n'ont pas fait d'attroupement, ils ont participé dans une marche. Merci. Or la marche est un droit constitutionnel. Donc il faut gêner le pouvoir avec ses propres lois. On ne peut pas attendre qu'il y ait un messie qui va descendre du ciel pour nous trouver une solution. Merci. Il faut travailler avec les moyens du bord. Merci Nabila Smaïl. Au plaisir de vous retrouver dans une autre émission. Alors, mes chers amis, nous arrivons bientôt à la fin de cette émission. Pardon, Nabila Smaïl, vous vouliez rajouter quelque chose? Je voulais, si vous permettez, oui, ajouter une seule chose. Le peuple doit rester uni. Il ne doit pas répondre ni à la provocation, ni à la division, ni à tous ces débats idéologiques qui ne sont pas d'actualité. Le débat idéologique va se poser une fois qu'on aura réussi à faire partir
ce régime بطريقة سلمية. Rendez-vous en marche de demain, rendez-vous vendredi. وربي يبارك في الجزائر وبارك الله فيكم pour ce que vous faites. Merci Nabila Smaïli, merci beaucoup à vous pour tout ce que vous faites. Alors, mes chers amis, nous allons d'abord voir deux extraits de vidéos de Madame Taubira quand elle a démissionné. Regardez bien, hein, Zermati propose une loi liberticide ou tout ce qu'on veut. C'est plus que liberticide. Ouais. Au moment où Taubira, la ministre de la Justice... C'est les rats, mais alors vraiment c'est les rats. Alors que Taubira, la ministre de la Justice française, quand on lui a imposé une loi pour... et encore, dans le cas de terrorisme seulement, et pour les gens qui ont une double nationalité seulement, elle a démissionné, vous allez voir, et vous allez voir aussi que même Hollande, président français, quand il a compris l'erreur qu'il avait faite, ce qu'il va dire, écoutons-les l'un après l'autre. Sur tous ces sujets, je n'ai qu'un seul regret, et je veux ici l'exprimer, c'est d'avoir proposé la déchéance de nationalité, parce que je pensais qu'elle pouvait nous unir alors qu'elle nous a divisés. Je pense que la déchéance de la nationalité n'est pas souhaitable pour des Français binationaux parce que l'efficacité dont on sait, tout le monde, c'est reconnu unanimement. Je l'ai dit avant tout le monde, mais tout le monde reconnaît aujourd'hui simplement que l'efficacité, et le Premier ministre en a convenu sans difficulté, l'efficacité est absolument dérisoire. Je quitte le gouvernement sur un désaccord politique majeur. Je choisis d'être fidèle à moi-même, à mes engagements, à mes combats, à mon rapport aux autres, fidèle à nous, tel que je nous comprends. C'est ce qu'on appelle la dignité, si Jamaldine. La dignité. La dignité. Comme quoi. Karama. 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 Qu'un insan عنده karama ou qu'un insan ما عندوش karama. Qu'un insan aussi simple que ça. Il a le sens de l'honneur et un autre qui n'a pas le sens de l'honneur. C'est pour cette raison qu'on peut utiliser de tous les qualificatifs pour cette loi. Je dirais ce qui lui convient le mieux, c'est une loi indigne. C'est une loi ignominieuse. C'est tout. Pour un pays de chouhada, pour un pays comme l'Algérie, parler rien que suggérer, ça me révulse. Wallah, ça me retourne. Quand j'ai entendu ça, ça me retourne totalement. Qu'est-ce que vous êtes, qui vous êtes pour proposer cela? Bon, bref, ça pour, je dirais, le sujet. Mais sinon, ce qu'on peut tirer au-delà, mettre les choses en perspective, c'est que ce pouvoir, il est fini. Hein, on le dira, le pouvoir, il est fini. Depuis le 22 février 2019, c'est un processus. Ça prendra encore du temps. Hein, ce n'est pas du jour au lendemain. Hein, comme il a dit lui, hein, بين عشية وضحاها البرنامج تاعي 30 سنة قال لك جيل سيدي جيل il faut toute une génération pour appliquer le programme de Seydi Abdelmajid Tebboune qui a commencé son premier jour, sa première déclaration sur le batata, hein, sur le prix du batata. Voilà, je le dis comme ça, en arabe, batata, yadarna al batata. Cet homme-là est capable de penser un programme pour toute une génération. Pour toute une génération. Je voudrais juste dire quelque chose. Si vous l'avez remarqué, c'est aussi mon métier. Je suis prof de communication. J'ai enseigné ça pendant 20 ans. On voit une totale incongruence dans cette interview du début jusqu'à la fin. Les mots, hein, le propos, l'intonation. Vous parlez de l'interview de Tebboune. De Tebboune, oui, exactement. Oui, c'est vrai. Incongruence, une incongruence totale. Tu sais, en communication, qu'est-ce qu'on dit? L'incongruence. L'incongruence, c'est que tout suit, c'est-à-dire les gestes, l'attitude faciale et corporelle et l'intonation de la voix et le propos, tout ça est en harmonie. C'est pas on se souvient tous de Bouteflika quand il a parlé des militaires. Qui viennent me chercher, tu vois, qui viennent me chercher ces militaires, c'est pas moi qui commande. Et Abdelmajid Tebboune, qu'est-ce qu'il nous dit? Ana huwa wazir difa. Il n'y a pas une armée dans le pays du tiers-monde. Dans les pays du tiers-monde. On parle de la communication. Ce rire-là, c'est quoi? Un rire de joie? Non.
un rire de satisfaction, non. C'est un rire de crispation, c'est un rire de gêne, c'est un rire d'embarras. Il est concerné par cette question parce qu'il le sait, lui le premier, qu'il n'a aucun propos, aucune décision, si ce n'est ce que l'armée lui dit de faire. Donc voilà, alhamdoulilah, comme elle a dit notre compatriote Nabil Ismail, le Hira qui va continuer, Inch'Allah, dans son unité. La grande majorité n'écoute pas ces dissensions, il n'y a pas d'islamisme. Mais ils ne savent pas, eux, que c'est un coup pour rien, que ça ne va pas passer, que ça ne va pas réussir, que ça ne va faire peur à personne. Ils ne le savent pas? Ils n'ont pas d'autre alternative. Ils n'ont pas d'autre alternative. Hein, même ils s'accrochent. Ils s'accrochent aux seules, je dirais, armes à leur disposition, la propagande, la division, la terreur, la menace, l'intimidation, la subversion, la diversion, etc. C'est tout ce qu'ils ont. C'est tout ce qu'ils ont. C'est tout ce qu'ils ont. Majid Tebboune, il est encore en train de dire, il veut créer son propre parti. Hein. Oui, oui. Il a dit. C'est lui qui l'a déclaré, c'est le journal Opinion. On a le journal, il a déclaré. Subhanou, mais ils envisagent de refaire cela. Et ils ont en 3 mois, en moins de 3 mois, faire les élections législatives et faire les élections. Il n'a même pas convoqué le corps électoral, rappelons-le. Hein. C'est la preuve, preuve que ce pouvoir est en faillite. Ah, oui. Il n'a de respect pour rien. Une élection d'une petite commune. Hein, si il arrive, par exemple, là, qu'il y a une petite commune, le maire, il décède. Le décès, c'est Béni Denarbi. Pour faire des nouvelles élections, il donne le temps aux gens de préparer les élections, etc. Toi, c'est tout un ensemble d'élections nationales de la plus grande... Non, s'il décède, il est remplacé par un membre élu. Oui, par le truc. Et après, si jamais il y a des nouvelles élections, on donne le temps. Absolument. Mais ces gens-là, parce qu'ils savent, ils sont les premiers à savoir que les élections, elles ne sont qu'une formalité. Absolument. Elles ne sont qu'une formalité. Et c'est pour cette raison... comme ils veulent. Comme on l'a dit l'autre fois pour Smaïl Goudjil, le had يقول que نهار الأربعاء, il va être élu. Il va être Smaïl, il s'appelle pas Smaïl. Salah Goudjil, le dimanche, on dit mercredi, il va être élu. À l'avance. 3 jours avant. Et puis qu'est-ce qu'il dit? Moi, je n'ai pas voulu me mêler, c'est démocratique. Alors qu'il a désigné avant. C'est incroyable. Et c'est incroyable. Il n'y a pas de pudeur. Incroyable. C'est la démocratie, moi je respecte. Le recours des citoyens devant le Conseil constitutionnel, c'est une cartouche à blanc. Oui, mais elle dit, nous devons l'épuiser pour pouvoir faire des recours à l'international. C'est une cartouche à blanc. Tout le monde le sait. De toute la façon. Il y a certains systèmes, comme celui des États-Unis, par exemple, qui est assez exemplaire de ce point de vue. C'est que tout juge est en même temps un juge constitutionnel. Oui. Tout juge est en même temps un juge constitutionnel. Pas besoin d'une cour constitutionnelle. C'est le juge, un citoyen qui pense que ses droits constitutionnels ont été violés, il le déclare à un juge qui estime ou qui estimera qu'effectivement... Et il peut rendre un verdict qui fera jurisprudence. Évidemment. Ah bon? Absolument. Ça s'est fait, il y a des textes. Aujourd'hui, que fait le pouvoir illégitime? C'est qu'il a exclu la grande majorité des Algériens sur le plan social, l'exclusion sociale. Il a aussi exclu la grande majorité des Algériens de l'exercice du politique. Il est en train de nous exclure de la nation. Parce que là, il s'agit de la nationalité, d'exclure des gens de la nation, de casser la nation. C'est lui qui est en train, par cette loi, de vouloir porter atteinte à l'unité nationale. Et il porte des atteintes à l'unité nationale tous les jours que Dieu fait. Et cela, il faut le dire, rappelle ce que Vichy a fait à une partie de sa population, il faut le dire, les Juifs de France. Oui, oui. Il faut le dire. Cela a été fait en Allemagne.
Je me souviens d'un grand bonhomme en Allemagne, bien sûr avant le Troisième Reich, qui a été ministre de la République de Weimar, Walter Rathenau, qui était un grand monsieur, un grand industriel, un homme de lettres, etc., et qui était juif. Et bien entendu, on lui cherchait les poux sur la tête pour dire bon, il faut le déchoir. Et il était ministre. Et je crois qu'il était ministre de l'économie. D'ailleurs, on tient de lui ce mot célèbre. Je parle devant un économiste aussi. Tout finit par un emprunt. Bon, c'est devenu célèbre, la phrase est de Walter Rathenau. Et on a cherché à déchoir Rathenau de sa nationalité allemande. Et il dit, je n'ai qu'un seul sang dans mes veines, c'est le sang allemand. Est-ce que ce pouvoir veut nous faire dire que nous n'avons qu'un seul... Et à l'évidence. Mais ceux qui ont acquis la nationalité algérienne, notamment ceux qui ont participé avec nous à notre guerre de libération nationale, qui ont versé leur sang et dont les enfants sont encore vivants et qui peuvent être algériens et qui sont ou qui devraient être automatiquement algériens parce que leurs parents sont morts pour cette patrie, pour cette nation, pour la formation de la nation algérienne. C'est dire que ce pouvoir est en train de rompre les liens entre les Algériens. Absolument. Et cela est extrêmement grave. Lui, qui a détruit de toutes les façons le tissu national, il est en train de vouloir détruire le tissu national. Merci Brahim Younsi, merci Nordin Oussat, merci Nabil Ismail, merci Ali Aïdjoudi. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Ce régime est méritoire sur un plan, d'une certaine manière. Il n'a besoin de personne pour prouver à tout le monde qu'il est vraiment le dernier de la classe. Il n'apprendra jamais, et non seulement il n'apprendra jamais de ses propres erreurs, il les répète à l'infini. C'est comme l'avait dit Giap quand on lui a parlé du colonialisme, c'est un très mauvais élève. Il n'a pas retenu la leçon de Dien Bien Phu. C'est pareil pour ce régime. Un tout petit bonhomme. Oui, Diap. Je me rappelle quand tu étais venu à Alger. Oui, moi j'ai vu. J'étais toujours à Alger. Alors, donc, il n'a besoin de personne, ce régime, pour nous prouver lui-même qu'il est vraiment en dessous de tout, qu'il est dangereux, qu'il est vraiment dangereux pour le destin de l'Algérie. Donc, il n'y a qu'une seule possibilité. Oui, Brahim. Je vais dire juste un mot. Oui. Mais tous les responsables, ou quasiment tous les responsables de l'État algérien viennent ici, ont des résidences ici, se font soigner ici. Quand Abdelaziz Bouteflika parle de questions sensibles dans un lieu... Val-de-Grâce. Pas le Val-de-Grâce. Sous le portrait du chef de l'État français. Pas au Val-de-Grâce, mais c'est aux Invalides. Ah, aux Invalides. C'est aux Invalides. Oui. Hein, pas seulement le portrait, il y a déjà le portrait. Et les urnes funéraires. Les urnes funéraires, mais aussi, c'est un lieu, nous le savons, où toute conversation est enregistrée. Absolument. Alors qu'on a posé des questions sensibles, des questions de sécurité. Le chef d'état-major et le Premier ministre. Merci beaucoup. À demain, j'espère.